Alors, en termes d'édition, il y a deux volets, le business et la volonté de faire connaître. Le business, bah, c'est rééditer ou éditer les auteurs qui marchent bien, voire à l'international. Et après, on a des maisons d'édition qui, elles, bossent sur la science-fiction, donnent leur chance à de jeunes auteurs, mais qui sont quand même confrontés au problème de la distribution. Il ne faut pas se leurrer. Une petite maison d'édition a du mal à se faire distribuer. Et le mode de diffusion actuel dans n'importe quelle librairie, à part quand il y a un petit fonds de collection, et ça c'est la volonté du libraire, c'est les têtes de gondole. C'est-à-dire qu'un livre de science-fiction, il sort, il va rester 15 jours, et puis si dans les 15 jours, il ne s'est pas vendu, donc si on n'a pas communiqué autour de ce bouquin-là, ben, il repart chez son éditeur. Donc ça, c'est la problématique. Donc les maisons d'édition qui se sont développées sont des maisons d'édition spécialisées. Oui, enfin, il s'est passé pas mal de choses dans les années 90. D'abord, il y a l'horizon de l'an 2000, donc ça, c'est un truc un petit peu psychologique, mais je pense que ça a quand même joué. Il y a eu un truc énorme, hein, qui est un truc auquel on pense pas souvent, mais qui est juste une révolution technologique. C'est les coûts d'impression qui ont été divisés par 5 en 20 ans et qui ont fait que dès la fin des années 90, pour une somme relativement raisonnable, on arrivait à produire des livres qui ressemblaient véritablement à des livres et pas des trucs renéotypés, etc. Ça, c'est déterminant, hein, réellement, quoi, hein. Dans les années 60-70, il fallait qu'un bouquin fasse au moins un certain nombre d'exemplaires pour que ce soit amortissable, pour que l'éditeur décide de le faire. Alors que maintenant, la micro-édition, elle est partout. Vous avez au moins une quinzaine de petites maisons d'édition en France qui publient des auteurs français et peuvent démarrer avec un tirage de 1000 exemplaires, ce qui n'était impossible avant. Donc maintenant, beaucoup plus de gens ont leur chance. Écoutez, c'est assez particulier. D'une part, bon, faut bien dire que la science-fiction aujourd'hui est quand même un peu larvaire, hein. Alors, il y a quelques éditeurs qui résistent bien, et il y a plein de petits éditeurs qui naissent de partout, si vous voulez, parce qu'avec la facilité qu'il y a de pouvoir faire ses livres soi-même, ou tout au moins avec l'aide d'un petit imprimeur du coin, si vous voulez, ça a remplacé le compte d'auteur. L'auteur se compte lui-même. Ce que je vois, c'est qu'en ce moment, par exemple, je suis assez attentif à la littérature jeunesse, parce que j'ai des enfants qui sont en âge d'en lire, et à ce moment-là, je vois que l'imaginaire, c'est vraiment partout, quoi. Enfin, donc voilà, donc je pense que là-dessus, il y a une vraie demande. Alors, le monde de l'édition a changé, et en jeunesse particulièrement, parce que il y avait une demande de tout ça. Il y a eu Harry Potter qui a fait exploser le genre aussi en jeunesse, avec Eragon qui est arrivé derrière, avec toutes ces grosses séries, et puis les Hunger Games, les Divergentes, voilà, qui ont vraiment changé le marché de la littérature jeunesse. Et puis dans les Français, hein, je pense à Pierre Bottero, je pense à Éric Lhomme, voilà, tous ces auteurs aussi qui ont contribué à ce changement en littérature jeunesse. Mais ça s'est vraiment ouvert sur les littératures de genre en général. Ouais. Moi, j'ai pas forcément vu une explosion de la fantasy, mais parce que j'ai toujours fait du jeu de rôle, j'ai toujours lu des livres dont vous êtes le héros. Mes amis, mes potes, ils voyaient toujours le même genre de livres, de films, on était dans les mêmes univers. Voilà, je fais partie aussi de la première génération à avoir vraiment joué aux jeux vidéo. Par contre, ce que j'ai vu arriver moi, c'est vraiment l'émergence d'une fantaisie française identifiée en tant que telle. C'est la génération en fait des premiers romans de Mathieu Gabory, de Fabrice Collin, de Laurent Kleutzer, de Sabrina Calvo. C'est ce que Jacques Baudou, dans Le Monde de juin 2001, si ma mémoire est bonne, appelle les 4 mousquetaires de la fantaisie française. Ça veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'auteurs français qui faisaient de la fantaisie. Mais là, on avait vraiment l'impression tout à coup qu'il y avait une génération, que c'était possible d'en écrire en France, et avec aussi tout de suite une personnalité française, une voix, une patte qu'on ne voyait pas ailleurs. Les mystérieux assaillants s'étaient regroupés dans l'axe de la porte et frémissaient sous leurs capes bercés par le vent. La meute s'impatientait. Le meneur récita une incantation entre ses dents. La magie lui coulait des lèvres. Un son rauque jaillit finalement de sa gorge et donna le signal de l'attaque. Au même moment, la teinte des flammes, qui commençait à ronger les flancs de la roulotte, vira au vert sombre. Le feu des ténèbres. À la lueur des flammes impies, l'homme révéla sa face cadavérique. Il recula pour prendre son élan et se jeta de toutes ses forces contre la porte, qui céda avec un craquement sinistre.
Sa silhouette noire se découpa dans le rectangle lunaire de la porte. Les yeux agrandis par la terreur, l'enfant chercha la main de sa mère et ne rencontra que du vide. Être éditeur, c'est toujours se battre pour la littérature qu'on aime et les auteurs qu'on aime et qu'on a envie de partager, que ce soit la science-fiction ou autre chose. Évidemment qu'on aime la science-fiction, la fantasy, le fantastique, il y a tout à fait du sens à faire une maison spécialisée, surtout qu'en étant spécialisée, elle affiche le fait que ces acteurs sont des gens qui sont passionnés, qui connaissent le genre et qui sauront le faire partager et qui sauront trouver les prochains romans qui feront l'histoire du genre et qui satisferont les gens qui le connaissent et qui, espérons, attireront un nouveau lectorat. Un succès en science-fiction aujourd'hui, c'est 15 000 ventes. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne vente. Les ventes moyennes en littérature blanche, elles ne sont pas supérieures aux ventes moyennes de la littérature de science-fiction. La grosse différence, c'est que le mainstream a quantité de titres par an qui vont faire 200, 300, 400 000 exemplaires. Nous, on en a très très peu. En fait, dans la littérature, il y a les auteurs de best-sellers, donc qui vendent à centaines de milliers d'exemplaires, à millions d'exemplaires. Peut-être moins maintenant, parce que comme d'une manière générale, les gens lisent moins, puis il y a la concurrence des médias, qui fait que maintenant, un best-seller, ça commence à 50 000 exemplaires. Et donc, il y avait ces auteurs qui étaient un peu les locomotives des maisons d'édition. Et il y avait toute la masse d'auteurs en dessous qui vendaient à 5 000, 10 000 exemplaires et qui forment l'essentiel de la littérature, en fait. Donc, en revanche, quand on vend quelques milliers d'exemplaires, il faut, pour pouvoir en vivre, vendre, publier plusieurs livres par an. Alors, certains auteurs qui ont des velléités d'écriture au-delà du genre essaient de passer par le genre pour se faire connaître, mais les deux circuits sont extrêmement difficiles. On va dire qu'un jeune auteur qui a bossé peut-être 2-3 ans sur un roman est payé à l'arrivée des courses 1 500-2 000 euros. Et donc, on va dire, oui, ce marché semble pas très gros, ça dépend si on y inclut ce qu'on appelle le young adult, et voilà, donc là aussi les frontières sont très complexes. Donc voilà, donc, par rapport à ce qui semble se passer dans le monde anglo-saxon, de toute manière, ça, on le voit à la taille des rayons des librairies, c'est tout petit. C'est tout petit. Mais ce qu'on voit, c'est tout petit, c'est bien trop petit déjà d'une part, mais d'autre part, on voit aussi beaucoup de livres qui sont dits de littérature générale, qui sont dans des rayons, parce qu'on parle de marché, on peut parler de rayons, qui sont dans des rayons de librairie, des rayons qui ne disent pas leur nom, qui sont, 1984, il n'est pas en SF, La Servante écarlate n'est pas en SF, et Tristan Garcia n'est pas en SF, enfin, on a toute une liste énorme qu'on tient. Donc, quelque part, on se dit, si on prenait tous ces livres-là, peut-être qu'on verrait que ça a un autre impact. Voilà, on constate que parmi les médiateurs du livre, libraires, médiathécaires et journalistes, ça tient une petite place pour la littérature comparé à notre univers dans lequel on baigne visuellement. Il y a un décalage incroyable. Voilà, parce que culturellement, historiquement, on sait très bien que la SF, c'est aussi, et peut-être sans doute avant tout, une littérature anglo-saxonne, quoi. Et il faut reconnaître aussi qu'on n'a pas du tout le même pool de lecteurs potentiels. Donc voilà, évidemment, on a tous ces problèmes qui font qu'on a moins de lecteurs. On veut faire à la fois des livres qui sortent des cases, qui est vraiment du style, mais sans oublier une dimension qui nous tient beaucoup à cœur, qui est que ça soit des vrais romans d'aventure. Un livre qui n'est pas à être dans cette dichotomie que je trouve assez stérile entre, d'un côté, on a des romans d'aventure populaires, mais attention, on va surtout faire attention à ce qu'ils n'aient pas de sens et pas de message, parce que, oulala, sinon ça ne sera plus du vrai roman d'aventure populaire. Et d'un autre côté, des romans super expérimentaux, mais où, de fait, on ne va pas vibrer avec des personnages. Je pense qu'il y a un verrou mental qui est en train de sauter, mais qui est surtout un verrou culturel lié à l'âge. C'est-à-dire que les gens de ma génération, les quarantenaires, etc., ils sont là maintenant, quoi. Et ces gens-là, ils ont grandi avec les mêmes référents culturels qui, bien souvent, sont des référents de SF. Et donc, cette espèce d'a priori plutôt franco-français négatif qu'il pouvait y avoir sur la science-fiction jusqu'il y a peu. Enfin, il existe encore, évidemment, mais ça, c'est en train de bouger quand même. Donc là, il se passe quelque chose.
ça a beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut afficher très nettement son envie de lire et de faire de la science-fiction. Et moi, je pense que les Français sont prêts, oui, tout à fait. Ouais. Une chose qu'il faut dire aussi, c'est que les auteurs de SF, comme les lecteurs de SF, toutes les études qui ont été faites là-dessus sont passionnantes, au sens où, contrairement à ce qu'on croit, les lecteurs de SF ne sont pas monomaniaques, c'est parmi tous les lecteurs les plus ouverts. C'est-à-dire qu'un lecteur de SF, il joue aux jeux vidéo, il écoute de la musique, il regarde des séries télé, il va au cinéma, il lit d'autres littératures que de l'ASF, etc. C'est un rapport au monde qui est tellement spéculatif, tellement ouvert, que naturellement, ce public-là, et moi je le vois à la table de dédicace, c'est des gens qui sont, il faut le dire, intelligents, qui ont des pratiques culturelles extrêmement variées. Le lectorat a été clairement ciblé. On a identifié un lectorat plutôt masculin, de jeunes garçons, de jeunes hommes. Et puis, il s'est diversifié quand même depuis au moins 30 ans. Et que donc, désormais, si on continue d'identifier le lecteur de science-fiction comme un jeune homme féru de science ou de mécanique ou de technosciences, c'est sans doute une erreur. Mais je vois bien que quand je vais dans des salons, ou même dans des salons généralistes, j'ai un lectorat qui est extrêmement diversifié. Parce qu'on m'avait dit, voilà, quel sera ton lectorat à Pierre Bordage? Quand je suis arrivé dans la science-fiction, il sera jeune, il sera garçon, il sera scientifique, et plutôt mal dans sa peau. Et je dis, mais putain, super. Et quand j'ai rencontré mes lecteurs, il y avait des femmes de tous les âges, il y avait des hommes de tous les âges, et beaucoup de femmes. Hein. Donc, on m'avait dit que les femmes n'allaient pas dans la science-fiction, et j'en ai énormément. Le lecteur, à l'heure actuelle, là, tout genre confondu, c'est une lectrice. Et elle est multifonction, c'est-à-dire qu'elle va lire de la science-fiction, de la fantasy, de la romance. Donc là, les lectrices sont une curiosité qui n'est pas monomaniaque. Elles vont vers tous les genres. Alors oui, de toute façon, il y a plus de lectrices femmes. Les femmes lisent plus et les jeunes lisent plus que les vieux. Donc ça, c'est évident, dès qu'on va en signature, ça éclate. Alors en science-fiction, ça se rééquilibre. Il y a quand même un bon lectorat de garçons un peu plus âgés, qui sont en général un peu tous des grosses têtes, des bac plus 12 en informatique. Il y a toute une génération actuelle de gens qui ont lu de la science-fiction justement parce qu'ils venaient de ce lectorat pas si simple qu'on voulait bien le dire, et puis qui en ont fait leur métier. Bon, moi je vois par exemple les jeunes auteurs, par exemple de La Volte qui est mon éditeur, que ce soit David Calvo, que ce soit Léo Henry, etc. Eux, finalement, la science-fiction, ils n'ont pas grand-chose à faire, mais ils restent toujours dans le milieu. D'ailleurs, on retrouve toujours de la science-fiction. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne les préoccupe pas. L'avenir de la science-fiction ne les préoccupe pas. Moi non plus, d'ailleurs, franchement. La SF n'est pas plus ou moins nécessaire que d'autres formes de création artistique. C'est un jeu, ça oui, ça j'en suis assez persuadé, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement sérieux en fait, puisque le but du jeu c'est, là en l'occurrence avec le langage, de dire quelque chose que le langage ne peut absolument pas saisir. La meilleure des stratégies est celle qui n'a pas d'objectif. Bougez vers la négantropie, illimitez-vous. La meilleure des stratégies est l'individu. Choisissez ceux qui ne seront pas des pions, ceux qui ne sont que libre arbitre. Ne les dirigez pas, ne les organisez pas, ne les gérez pas. L'individu est le chaos. Préparez-vous à vous synchroniser sur lui. Permettez-lui de bouger avec ou sans vous. Ne laissez personne attendre quoi que ce soit de vous. N'attendez rien de personne. Le chaos n'est pas une stratégie. Ne confondez pas le chaos avec le désordre. Le désordre est une expression de l'entropie. L'entropie est finie. Défiez l'univers. Merde. C'est que je pense que, si vous voulez, la science-fiction a gagné. Hein, parce que finalement, les films ont des succès considérables, donc ça imprègne la société. La publicité est totalement bouffée par la science-fiction. Les romanciers de littérature générale en intègrent partout. Houellebecq est célébré, on ne dit pas que c'est la science-fiction, mais ça en est. Donc on peut dire que finalement, elle a imprégné le monde contemporain. D'ailleurs, c'est normal, puisque le monde s'est transformé, la science-fiction a amené à lire cette transformation du monde, et donc finalement, elle a grandement contribué à peut-être permettre à des gens de s'intégrer plus facilement.
La science-fiction, c'est une littérature qui parle de l'humanité, qui parle de l'avenir de l'humanité, qui parle aussi de l'histoire de l'humanité, qui nous amène à nous comprendre mieux. C'est la littérature de ce siècle. Lorsque la citation apocryphe, la spiritualité du XXIe siècle, eh bien je pense que c'est la science-fiction. Voilà, j'en suis absolument persuadée. Et là où la science-fiction est tellement différente des autres littératures comme la fantasy, c'est qu'elle apporte beaucoup plus de plaisir que la littérature blanche, qui a toujours été considérée, dans la culture française du moins, comme une littérature classique, autrement dit académique, c'est-à-dire obligatoire. La littérature qui n'est pas obligatoire donne toujours plus de plaisir que celle qui est obligatoire. La science-fiction, c'est une éponge, c'est une auberge espagnole, c'est quelque chose dans lequel elle va puiser, elle a des tentacules partout et elle va puiser là où elle veut, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut lire tout au long de sa vie que de la science-fiction, tout en ayant lu énormément de choses très, très différentes. On peut lire des romans psychologiques, on peut lire de l'aventure, on peut lire de la romance, on peut lire des romans de pirates, on peut lire presque des thèses scientifiques, des fois. On peut, voilà, ça s'étend dans toutes les strates de la culture, en réalité. La science-fiction, c'est une culture, plus qu'un genre. Parmi les gens du fandom français, certains vous diront, en fait, la science-fiction, c'est le métagenre qui englobe toutes les autres littératures. Tout est science-fiction, parce que tout est fiction. Vraiment, je crois que c'est vraiment le genre littéraire qui de tous les genres est le plus libre, le plus ouvert, le plus vaste, qui permet le plus de choses. Tu peux faire l'anticipation, tu peux faire la sociologie, de l'anthropologie, de la zoologie si tu veux, tout est absolument ouvert, c'est le genre qui ouvre absolument à tout, quoi. Donc bien plus que le polar, bien plus que la fantasy, bien plus que la littérature générale, bien plus que même la poésie. C'est vraiment le genre majeur de la liberté, quoi. Donc ça, c'était, voilà, pour moi, ça c'est fondamental. Donc c'est cette fierté aussi d'écrire dans un monde, dans un univers et un registre littéraire profondément libre. Après, pour moi, c'est aussi le genre spéculatif majeur, c'est-à-dire que c'est une littérature qui peut profondément faire réfléchir. Et puis voilà, pour moi, ça a été la littérature qui transcende toutes les littératures, en fait. Si tu découvres un truc, oh putain, on a le droit de faire ça. Ah bah ouais, je savais pas. Mais c'est vachement bien. Tant de mondes catapultés dans tant de galaxies différentes. Nous les avions découverts, oui. Nous seuls pouvions revendiquer ce privilège dans l'univers. Nous avions abordé tous ces mondes. Sur certains, nous avions fait des dépendances et des stations de tourisme, de même que nous avions créé des archipels réunis et des États confédérés. Nous avions laissé d'autres mondes, la plupart d'ailleurs, mijoter dans les différents cancers qui les rongeaient. Mais nous les avions tous abordés, les uns comme les autres. Même les plus corrosifs, même ceux qui mordaient, avalaient, brûlaient, suçaient ou lacéraient. Que de monde, que de sujets d'étonnement.